Voilà, alors s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier, vous Voilà, applaudir merci beaucoup. et donner la parole à Madame Bérangère Chignon-Sigard. C'est moi qui fais tout là, tiens, vas-y, présente-toi. C'est avec grand plaisir parce que justement, je voulais dire un mot. Donc Bérangère qui est Signon Sicard qui est à Nice. Et je voudrais personnellement remercier Bérangère parce que elle a activement travaillé, je dirais plus que moi, sur l'organisation de cette session. Et donc, je trouve que le plaisir d'un travail d'équipe, c'est ça, c'est de pouvoir soit partager le travail. Et Bérangère a fait le plus gros du travail. Voilà. Donc, je voulais la remercier. Donc, le sujet, Merci je te Michel. laisse annoncer ton... Donc moi, je vais rentrer un petit peu plus dans la chirurgie et les techniques et je vais parler de la région périorbitaire. Je remercie énormément l'Académie de chirurgie de nous recevoir en tant que SOFCEP pour vous présenter un peu nos éclairages et nos évolutions. Monsieur le professeur Guy Magalon nous a exposé un peu la vision que nous avons, nous, dans notre spécialité, c'est-à-dire que la médecine régénérative est vraiment une révolution dans notre chirurgie. On a eu plusieurs évolutions. Il y a eu la microchirurgie, comme il le disait très justement. Et cette évolution de l'infiniment petit qui rentre dans notre chirurgie est vraiment quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Je suis cofondateur de la société Exadex à Nice, où on travaille sur la graisse et on essaye d'avancer. Et je pense que la collaboration recherche, chirurgie, médecine est indispensable pour qu'on puisse évoluer. On continue à travailler et j'espère que justement toutes ces évolutions et toute cette recherche va pouvoir ensuite, et on le voit clairement, elle devient transversale et interspécialité puisque dans toutes les spécialités maintenant, on travaille avec le PRP, avec les cellules souches et c'est une évolution très très intéressante. Je suis encore plus touchée d'être à l'académie, parce que mon grand-père était académicien des sciences, et donc pour moi, c'est un retour aux sources. Bon, c'est pas la même académie, mais pour avancer, je pense que j'appuie sur le... Voilà. Alors, donc moi, je vais vous parler de la région périorbitaire et de l'évolution un peu chirurgicale, et notamment de la médecine régénérative, donc de la biochirurgie. En vous parlant de la région périorbitaire, puisque c'est une région qui est une unité esthétique clé. L'importance d'un regard dans un visage est capitale. Le vieillissement est souvent précoce dans cette région. Il est précoce, il est multifactoriel et tridimensionnel. Les attentes actuelles en chirurgie, c'est essentiellement, notamment en France, le naturel, invisibilité du geste. C'est vraiment le plus important à mon sens. On essaye, nous, au niveau national, de dispenser cette vision au niveau international. C'est vrai que les Américains commencent à avoir cette vision. C'est l'impression qu'on a et on en est très content. Voilà. Donc, et on s'intéresse à la chirurgie esthétique, évidemment, parce que c'est un métier qui nous passionne. Mais la demande actuelle au niveau des patients est très, très important. Il y a un intérêt croissant. Alors, un petit peu d'anatomie, plutôt version moderne finalement, parce qu'en chirurgie esthétique, c'est pas seulement une anatomie qui est descriptive, elle est surtout fonctionnelle, c'est-à-dire que l'esthétique est dans le charme d'un visage. Et ce charme apparaît lorsqu'il y a une disgrâce d'asymétrie finalement, lors d'un sourire. Trois petites rides sur le côté vont donner un charme fou. Et donc cette anatomie doit être fonctionnelle et en mobilité. Alors l'anatomie au niveau de la périorbite, on va être plus descriptive, une peau très fine, peu de glandes sébacées, un muscle orbiculaire qui a eu une seule attache osseuse et fait partie évidemment des muscles possiers de la face en ayant donc des accroches cutanées, un septum, un tarse et de la graisse orbitaire avec des ligaments qui vont avoir des accroches et des points d'ancrage, notamment dans la jonction palpébro-jugale.
Au niveau chirurgical, je vais essentiellement vous montrer plutôt de la chirurgie de la paupière inférieure. Ça a été un choix. Voilà, on ne peut pas tout faire. Alors, le vieillissement, comme l'a bien exposé Michel, c'est une perte de volume avec redistribution des volumes à la fois graisseux, à la fois osseux. Il y a une résorption osseuse orbitaire et il y a un relâchement et un affaissement de ces ligaments avec une altération cutanée. Hop. Donc là, sur la photo, vous allez voir de façon animée un vieillissement de la paupière inférieure et que l'on voit se creuser, s'affaisser et surtout s'allonger. Quand on remarque des paupières inférieures chez un jeune enfant, la paupière est très très courte. Et plus on vieillit, plus justement cette jonction palpébromalaire va s'allonger et de temps en temps, il va y avoir des poches qui vont être créées, à la fois parce que ces poches vont grossir, mais également parce que le muscle orbiculaire va se relâcher et permettre à ces poches de sortir à l'extérieur. Les limites de cette blépharoplastie, je vous donne quelques petits exemples. C'est une résection de peau trop importante, de graisse, un œil rond, un œil creux, un ectropion, un scléral chaud, des résultats figés. Tout ça, c'est des résultats qu'évidemment, on ne veut pas voir. Sur la photo de droite, vous avez un ectropion avec une rétraction complète de la paupière, ce qui donne évidemment des suites qui sont extrêmement compliquées pour les patients, puisqu'ils ne peuvent plus fermer l'œil. Ils peuvent après avoir une cécité complète. Donc, fonctionnellement, cette paupière est très très importante. Je vous ai mis en joke le Bradley Cooper qui est passé dans la presse après s'être fait opérer et avec, quand vous voyez sur la photo à droite, donc au niveau de la paupière supérieure, un creux de la paupière supérieure et une orbite creusée en paupière supérieure donne un aspect beaucoup plus vieillissant. Et donc, pour l'instant, on attend la suite. Alors, comment voir une paupière inférieure? Donc, l'analyse, pour moi, c'est l'examen clinique qui est la clé de voûte avant de commencer toute chirurgie. Donc, je vais vous parler de l'analyse, de la technique et des résultats. Alors, l'analyse, il y a un changement actuellement de paradigme. Il faut préserver les structures. Je pense que l'anatomie qui a été créée au départ par qui l'on veut, elle doit être préservée puisque elle a toujours une utilité. Et donc, je pense que cette anatomie doit être préservée, elle doit être restaurée et j'ai mis régénérée puisque maintenant on arrive dans la chirurgie de régénération. Alors, il y a une analyse dont on ne peut pas se passer quand même, c'est la règle des proportions au niveau d'un visage, la règle des 3/3, qui permet d'avoir une harmonie faciale. Alors, l'examen clinique, il va être réalisé en différents points. Bon, évidemment, un interrogatoire. Là, je vous parle d'un chirurgien qui se retrouve dans son cabinet. Un interrogatoire complet avec les antécédents médico-chirurgicaux, les traitements, évidemment, parce que tout traitement par anti-agrégant va engendrer un risque plus important d'hématome et donc un risque de cécité par hématome rétrobulbaire. Donc ça, il faut quand même bien le souligner. Un examen ophtalmologique complet. Il faut évidemment tester le tonus à la fois vertical et la laxité horizontale pour voir s'il existe des chirurgies complémentaires associées à notre chirurgie esthétique. Et ensuite, se poser la question, est-ce qu'il existe des poches de graisse? Au niveau de la paupière inférieure, il y en a 3 généralement qui sont enchâssées dans un petit sac de fibrose. Est-ce qu'il y a un excès cutané? Est-ce qu'il y a des cernes? Une cerne ne peut être traitée de façon chirurgicale. C'est une coloration cutanée qui est due soit à une peau très fine et on voit un petit peu le muscle orbiculaire en transparence, merci, soit une coloration cutanée. Et donc la chirurgie ne servira à rien. Il faut bien évidemment le préciser. Est-ce qu'il existe des poches malaires lymphatiques? Donc tout ça, c'est des questions qu'on se pose. Et je vous ai mis sur la photo de droite 2 photos qui sont des patientes que j'ai vues évidemment dans mon cabinet. Une petite patiente qui venait me voir pour des poches inférieures et qui lui donnait un aspect fatigué dès le matin alors qu'elle avait dormi 12 heures. Et finalement, la grand-mère était à côté
et on voit exactement comment cette patiente va vieillir, ce qui est quand même très intéressant. Et finalement, on peut les prendre en charge assez tôt avant d'arriver à ce type de résultat. Donc, dans nos cabinets, évidemment, on prend des photos de face, de profil, de trois quarts. Tout ça, c'est médico-légal, c'est très important. J'ai rajouté l'écoute. En chirurgie esthétique, l'écoute des patients est primordiale. Il faut prendre beaucoup de temps à écouter ce que les patientes nous demandent. Et on doit, nous, en priorité, savoir dire non lorsque le résultat ne correspondra pas à leur attente ou qu'on pense que ce n'est pas une bonne idée. C'est notre rôle vraiment de dire non. Et évidemment, faire une analyse complète du visage parce que parfois, elles peuvent venir en nous présentant un petit défaut et finalement, on sait que c'est autre chose qui va pouvoir améliorer. Et donc, il va falloir pouvoir les conseiller sans pour autant les transformer. Alors, la technique opératoire, comme je vous ai dit, ce sont des approches qui sont combinées. On va pouvoir leur proposer des blépharoplasties, donc traiter la paupière supérieure, inférieure, en étant le plus conservateur possible, et ajouter donc ce fameux lipofilling, lipostructure. Moi, j'appelle ça de la macrofat et de la nanofat. Macrofat, donc c'est une injection de cellules graisseuses moins filtrées avec des fils de 2,4 mm qui vont plutôt nous donner du volume. Et la nanofat, pour moi, ce sont des filtres qu'on utilise en 2,4, 1,8 et 1,2 et qui donnent une graisse qui est beaucoup plus fluide parce qu'on l'a analysé chez Exadex et qui vont avoir une action sur la peau et une régénération cellulaire. Donc il faut pas traiter un défaut isolé, il faut traiter l'unité esthétique. Comme pour un corps, pareil, quand on traite, moi je travaille surtout sur le visage et les seins, et en chirurgie mammaire, c'est la même chose. Il faut travailler en harmonie sur les corps. Alors, les techniques opératoires, c'est donc des exéreses de poche en paupière inférieure, que ce soit par voie conjonctivale ou par voie cutanée. On va réinjecter de la graisse et on enlève plus ou moins de la peau et on fait des microneedling par-dessus. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, au bloc opératoire, donc on fait un prélèvement de graisse, que ce soit au niveau du genou, du ventre. C'est la première chose que finalement on fait. On fait des prélèvements de graisse. Moi, personnellement, quand je fais des infiltrations de graisse au niveau du sein, je centrifuge pas. Mais par contre, sur un visage, je continue à centrifuger. Donc, je centrifuge, mais très peu, 900 tours minute, 20 secondes. J'obtiens de la graisse. Et je ne sais pas si on voit. Non, on ne voit pas. On voit? Ah ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, je récupère ma graisse et ensuite, après, je vais faire donc des filtrations. Voilà, qu'on va voir. Je vais passer les deux en même temps. Donc on utilise des seringues de 10. On les filtre dans des petits filtres. Donc, j'ai trois types de filtres, violet, rouge et vert, avec des tailles différentes. Et donc, on les filtre. Et en fonction de si je veux du volume ou si je veux traiter en sous-cutané, je vais les filtrer avec les différents types de filtres. Et après, on les prépare en petites seringues de 1 cc qu'on va pouvoir ensuite utiliser en fin d'intervention chirurgicale. Voilà, donc c'est assez standardisé. Maintenant, il est vrai, comme disait Jérémy, il faut arriver à standardiser ces techniques. Aujourd'hui, donc depuis que le professeur Guy Magalon a invité Monsieur Coleman, et on le remercie encore beaucoup, depuis qu'il nous a présenté, Monsieur Coleman, ses résultats au niveau de la face, on est tous sortis du congrès de Marseille en se disant « Waouh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai ?» Parce qu'on se posait ces questions, finalement. Et finalement, chacun a commencé à travailler en chirurgie avec la graisse. Et petit à petit, donc on a avancé, on se structure, on commence à avancer. Mais c'est vrai qu'il faut des techniques très standardisées. Maintenant, comme disait Jérémy, il faut arriver à standardiser aussi le PRP. Maintenant, sur chaque patient, finalement, je disais ça tout à l'heure, est-ce que finalement un patient qui a moins de plaquettes dans son sang, et on va lui en prélever, est-ce qu'il a besoin d'autant de facteurs de croissance et de plaquettes qu'un patient qui finalement a dans son corps moins de plaquettes? C'est des questions qu'on se pose, mais tout est demande réflexion.
Alors, donc, une fois qu'on a fait les prélèvements de graisse et qu'on a préparé toutes nos petites seringues, ensuite, on va aborder, donc moi, là, je vous présente une voie d'abord, moi, c'est ce que je fais maintenant le plus souvent, quand même, des voies sous-conjonctivales. Je trouve qu'on est plus enfin, on est plus... ça me plaît plus. Donc, on va aborder par voie conjonctivale, on va aller sortir les petites poches de graisse, voilà. Et ensuite, après, une fois que les poches de graisse ont été enlevées, on va ensuite réaliser ce lipofilling. Donc, on utilise des toutes petites canules qui ne sont pas des aiguilles, hein, des canules, puisque là, je vais aller travailler sur le rebord orbitaire. On est évidemment de façon plus inférieure sur un corps. Donc, on aborde par le sillon nasogénien. Et ensuite, après, on va aller injecter un tout petit peu de graisse juste au niveau du souffle, pardon, pour réhorizontaliser le muscle, l'ORL, et permettre justement d'avoir une paupière qui va être un petit peu plus courte. Voilà, donc on va aller en injecter juste en partie supra-orbitaire, osseux, et puis après on peut aller en rajouter au niveau de la malar, au niveau de toutes les structures de la face où on pense que c'est nécessaire. Environ 30%, comme le disait Michel, parties de graisse volumatrice vont partir dans les 2-3 mois. Et ensuite, la graisse qui a été injectée, chaque petite cellule graisseuse est prise par un petit vaisseau et elle va rester, à moins qu'il y ait des variations pondérales. Donc là, avec les variations pondérales qui vont être dues à l'Ozempic et tous les traitements, c'est de vrais sujets. Hein, parce qu'il y a énormément de patients qui arrivent maintenant et qui se font traiter par l'Ozempic, en vois-tu, en voilà. Donc il faut surveiller tout ça. Et ensuite, la graisse en nanophate. Personnellement, moi, je fais un espèce de roller, donc je fais des petits piquetés en micro-needling et j'utilise cette graisse filtrée avec où il y a des facteurs de croissance, hein, dans la graisse et, pour travailler la peau. Voilà. Sur le coup, on a on a un piqueté hémorragique et puis ensuite, après, les choses disparaissent très rapidement. Dès le lendemain matin, on voit déjà plus. Je pense que les cellules, voilà. Bon. Alors, quels sont les résultats qu'on peut obtenir? Je vous ai mis quelques résultats, surtout pas de surgical look, comme je l'ai dit. Donc, il faut avoir des visages naturels, surtout. Et en fait, qu'une personne opérée, personne ne voit qu'elle a été opérée. Et celles qu'on voit, à mon avis, c'est celles qui sont mal opérées. Voilà. Et énormément de patientes sont opérées. Et on en voit peu qui sont... voilà. Donc ça, c'est une patiente de 3/4. Bon, je vous ai mis face profil 3/4 certaines. Une patiente qui présente des poches en partie inférieure, un dermatocalasis en paupière supérieure, donc une petite résection de peau en partie supérieure. On enlève les poches inférieures et un lipofilling. Donc un premier type de résultat. Une autre patiente, je vous ai mis des cas différents pour essayer de vous montrer qu'on peut aller un peu jouer dans différents terrains. Une patiente plus jeune qui devait avoir 32 ans et qui a des grosses poches inférieures dès le matin après avoir dormi 12 heures. Donc c'est vrai que socialement, c'est plus difficile pour son travail. Et donc elle était venue me voir pour que je l'opère. Donc je voulais montrer à la fois en statique, mais également en dynamique. Et vous voyez comme en dynamique, la paupière, c'est beaucoup, beaucoup raccourci. Une autre patiente, voilà, en résultat avant-après. Un autre patient, donc un patient plus âgé avec des poches inférieures importantes. Et donc en post-opératoire. Une autre patiente qui, là, présente plusieurs soucis, à la fois une paupière inférieure un peu bombée, mais également une perte de volume au niveau de la face. Donc là, il faut savoir justement orienter pour que ce soit pas trop, mais suffisamment rond et de redonner de la rondeur au visage féminin. Un visage féminin, c'est rond. Je trouve que c'est ça qui lui donne de la douceur. Et alors, sans donner ces visages de hamster, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bon, un autre cas en pré-op post-op. Un autre cas en pré-op post-op. Encore un.
Voilà, donc ça, c'est un résultat plus précoce. Et un autre cas où là, la patiente était venue me voir juste pour ses paupières inférieures. Et finalement, bon, je lui ai fait aussi les paupières supérieures. J'ai rajouté de la graisse un petit peu sur tout le visage. C'est un visage qui est très difficile hein, dans ce cas-là. Donc, avec du lipofilling et un petit peu de graisse, mais pas trop parce elle partait tellement d'un visage décharné que si j'en mets trop, c'est pas assez joli. Alors en discussion, il faut des indications précises, il faut sélectionner ses patients évidemment. Quelle est la place de la chirurgie au niveau de la périorbite, par rapport à la médecine esthétique et l'acide hyaluronique? La médecine esthétique, on a deux types de produits. On a à la fois la toxine botulique et l'acide hyaluronique. La toxine botulique, c'est quelque chose qu'on va en moyenne être injecté tous les 6 mois, puisque ça dure 4 mois pleins et qu'on les réinjecte tous les 6 mois. L'impact de la toxine, c'est d'enlever un petit peu les émotions négatives sur un visage. Donc, ça doit être fait en haute couture comme la chirurgie et prévenir en fait le vieillissement facial. Donc, des patientes jeunes peuvent avoir des rides à 30 ans sur un front et nécessiter 3 gouttes de toxine pour éviter qu'elles se marquent si c'est quelque chose qui les dérange. On ne va pas le faire de façon systématique. L'acide hyaluronique, différents types de réticulation, je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, plus c'est réticulé, on va le faire en schématique, plus c'est réticulé, plus c'est des grosses billes. Ces grosses billes donneront du volume et mettront un petit peu moins de temps à se résorber. L'acide hyaluronique va permettre une hydratation de la peau quand elle est peu réticulée et du volume quand c'est très réticulé. Donc on ne met pas de trop gros volume dans les lèvres. Voilà, ça c'est évidemment des choses horribles. Maintenant, l'acide hyaluronique a ce pouvoir d'être hydrophile. Donc, quand c'est hydrophile, c'est-à-dire que ça attire l'eau. Et donc, sur la paupière inférieure, moi, je n'en mets jamais parce que j'ai toujours peur d'avoir des poches ensuite lymphatiques. Et je trouve que la chirurgie avec des cellules graisseuses, c'est beaucoup moins risqué que de mettre 3 gouttes d'acide hyaluronique. Maintenant, on a tellement de personnes qui injectent dans tous les sens de l'acide hyaluronique qu'évidemment, ils n'ont pas la chirurgie au bout de leurs mains. Donc, du coup, ils mettent 3 seringues et c'est beaucoup plus simple pour eux. Mais la place de la chirurgie au niveau des paupières, à mon sens, est quelque chose de beaucoup plus sûr. Les perspectives, une médecine personnalisée. Que va devenir l'intelligence artificielle dans la chirurgie esthétique? Tout ça, c'est des évolutions. Je pense que ça va nous permettre d'avoir une approche évidemment globale des visages. Ça va nous faire notre réflexion finalement parce qu'on est en train de nourrir toutes nos réflexions. On le donne dans la base de données de l'IA. Donc, ils vont pouvoir réfléchir comme nous. Et la patiente pourra dire, moi je veux ça, moi je veux ça. Est-ce que l'IA sera capable de dire non? Ça, c'est une vraie question. Comment structurer cette IA pour qu'on lui mette un cadre? Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. Et ensuite, donc, dans toutes ces évolutions chirurgicales, on parlait de thérapie cellulaire, c'est actuellement ce que l'on réalise. Maintenant, à quand les banques de graisse et les banques de cellules souches? En France, pour l'instant, on est bridé. On est déjà bridé pour le PRP, on est bridé pour les banques de graisse et les banques de cellules souches. Et c'est vraiment deux choses qui, à mon sens, pourront révolutionner la médecine régénérative en France. Parce qu'en France, aujourd'hui, on a une réglementation qui nous empêche de le faire. Donc, pour résumer, je vous ai refait un résumé, l'interrogatoire, l'écoute, les photos, les exérèses de peau, les exérèses de graisse. Donc, ça, c'est une vision chirurgicale de notre spécialité. Donc, la chirurgie périorbitaire, c'est pour moi un passage d'une chirurgie au départ qui était soustractive et qui actuellement passe au régénératif quand même. Il faut des résultats naturels et invisibles, à la fois au repos et au mouvement. Et le futur, c'est la combinaison intelligente des techniques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Une question de Laurent Sedel. Tu dois avoir un micro, Jean-Claude.
Merci, c'était très intéressant, d'autant plus que j'y connais absolument rien, étant orthopédiste. Je connais que mes valoches à moi. Là, j'ai une question très technique. Nous, on utilise beaucoup des banques à partir de cadavres, de tissus, hein, des tendons, des os, enfin tout ça. Alors, est-ce qu'on peut pas faire ça avec de la graisse? Alors, je sais bien que la graisse, elle sera morte, mais ça aura peut-être quand même un effet peut-être similaire. Enfin, je sais pas, mais est-ce que ça a été essayé, ça? Alors aujourd'hui, aux États-Unis, actuellement, ils sont en train de justement travailler dessus et il y a les premiers cas qui sont faits. En France, on l'a pas fait. En France, on utilise uniquement alors donc l'os, nous qu'on utilise en chirurgie de la main. On utilise des banques de peau pour les grands brûlés. Justement, on va aller récupérer de la peau de grands brûlés chez les cadavres pour traiter les grands brûlés. Pour l'instant, en France, non. J'ai j'ai- j'ai- J'étais faire un petit tour au Moyen-Orient il y a quelques années. J'étais faire un petit tour aux États-Unis aussi, c'était pas la même chose. Donc, il y avait aux États-Unis, chez Citori, il y avait des gros containers où il y avait tout un tas de processus. On avait des douchettes pour vérifier que c'était le bon tube, qu'on décongelait, puis etc. Donc, c'était hyper techniqué, assuré. C'était très cher, d'ailleurs, comme matériel. C'était de l'ordre d'1 million, 1,5 million, tout le machin, là. Peu de temps après, je vais au Moyen-Orient, ça a dû changer. Oui, ça a changé. Le chirurgien qui était très connu me montre dans un congélateur des tiroirs et il sort la graisse qui était congelée avec le nom des princesses il a dit des princesses en tous les cas. Donc voilà, et il réinjectait lui, hein, il se posait pas de problème, hein. Donc il décongelait sa graisse. Mal, sans doute, parce qu'il y a des processus pour décongeler en douceur, alors qu'on peut congeler vite, on décongèle doucement et il réinjectait lui. Donc je ne sais pas si c'est publié, mais et alors ce qui est terrible, c'est qu'il y avait des scotch, quoi. Donc ça, je j'ose même pas y penser. Il faudrait en parler à la NSM peut-être. Alors nous, au niveau du laboratoire, quand je prélève ma graisse, en fait, chez Exadex, donc on laisse cette graisse et on la congèle. Et en fait, quand ils ont besoin de faire des études ou des analyses sur différents patients, on redécongèle la graisse et les cellules sont complètement vivantes. Jean-Claude, coup final. Oui, je suis comme toi, je n'y connais rien. Je suis vraiment en admiration devant vos résultats et on rêve de ça. Moi, je pourrais vous parler d'une petite réflexion sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre métier. Je crois d'abord que vous avez une chance, enfin, incroyable, c'est que pour des raisons, bien sûr, de votre métier directement et médico-légal, vous avez des banques d'images et de photographies qui sont absolument incroyables. Il y a une richesse, je veux dire, énorme. Donc là, je veux dire, les classer, les rentrer, etc., vous partez avec une base de données qui est importante. On l'a vu hein, pour les malformations des enfants, pour lesquels c'est utilisé de manière importante. Je crois que ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est, voilà, vous pourriez avoir une utilisation comme on l'utilise dans la chirurgie et dans d'autres domaines, sur la planification, je veux dire par rapport à vos différents segments, etc. Et puis, après, celui qui sera intéressant, celui de la décision opératoire. C'est ce qui nous intéresse tous avec l'intelligence artificielle. Et là, je veux dire, il y a une étape intermédiaire, c'est effectivement euh, une sémantique des techniques, quelque chose d'assez rigoureux de ce domaine. Mais je crois que ça peut aller très, 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 très vite. Je veux dire, il y a tous les éléments du puzzle sont là, hein. Donc, et je pense que ça serait. Après, vous pourriez montrer, vous le faites déjà, mais vous pourriez montrer en vrai, je veux dire, par rapport à une banque de données et d'autres jumeaux numériques, l'évolution du visage de vos patients, comme le morphing est fait actuellement, hein. Oui. Actuellement, il y a quelques systèmes de morphing qui existent déjà, qui sont pas complètement aboutis encore, mais qui vont vite le devenir. Il y a un monsieur qu'on a invité l'année dernière, qui est autrichien, enfin il travaille aux États-Unis, et qui a fait un logiciel avec de l'IA, et il donne des émotions aux images. C'est-à-dire qu'en fait, parce que les patientes, elles viennent pas pour plus jeunes obligatoirement, elles viennent pour moins fatiguées, plus dynamiques, Bien sûr. plus alertes, et ça, elles viennent pour ça. Et nous, on ne sait pas le transcrire. Et donc, en fait, l'IA permet de proposer des images différentes, ensuite de communiquer avec le patient pour dire c'est plutôt ça qui m'intéresse, ensuite de rapprocher nos savoir-faire avec nos résultats pour savoir si on peut le faire. Et bon, c'est pas abouti, mais la démarche, c'est ça, hein. C'est-à-dire arriver à communiquer avec le patient
pour savoir ce qu'il veut et arriver à savoir si nous, on peut le faire grâce aux data images qu'on a. Et Pour faire plaisir à Albert-Claude Bellamou, c'est là où la régénératif et la chirurgie 4.0 se rejoignent parfaitement. Mais la banque de données, là, est-ce qu'il y a des modes? Il y a des modes en chirurgie esthétique, enfin en médecine esthétique, chirurgie esthétique. Et donc les données, c'est des données. C'est c'est ça dont tu voulais parler, peut-être? Oui. Les données, c'est français, c'est américain, c'est Ça sud-américain. fonctionne. Oui, ça fonctionne. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est comme tout programme informatique. Elle va sortir ce qu'on lui met dans le ventre. Nous, depuis des années, on a quand même l'habitude en chirurgie esthétique de demander à la patiente de nous montrer une photo d'elle à 20 ans. Si on met ça dans le programme d'intelligence artificielle, puisqu'elle demande souvent à avoir l'air moins fatiguée, pas forcément à être transformée. Si on lui met par contre comme modèle une influenceuse botoxée, hyper bourrée d'acide hyaluronique, elle nous sortira aussi le programme qui va vers ça. Donc, comme tu le disais, comme j'ai toujours pratiqué toute ma chirurgie, un bon résultat est un résultat naturel dont on ne pense pas que la patiente a été opérée. C'est la même chose en matière de seins. Les seins énormes sur une fille qui pèse 59 kilos, 49 kilos, ça va pas. Donc, l'intelligence artificielle fera quelque chose de bien si on le met un programme intelligent dedans. Sinon, non, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Vous voulez réagir? Du tout, du tout. Je crois que c'est une évidence. Hein, Vous là. Je veux dire, vous avez beaucoup de questions, là, donc c'est vrai pour tout. on a une question de Jérémy Magalon et ensuite Hudson Nakamura. Non, j'en ai pas parlé dans mon topo parce que c'était pas en pratique quotidienne, mais à Marseille, au CHU, on a une unité de cryoconservation et on travaille depuis un an et demi, effectivement, sur la congélation du tissu adipeux et il y a beaucoup de littérature là-dessus. Et en fait, une solution, finalement, plutôt que d'avoir des banques commerciales qui ont une nécessité de rentabilité, etc., c'est de s'appuyer sur ces banques de cellules ou dans des unités de thérapie cellulaire. Il y en a un peu partout en France. Et en tout cas, nous, il y a une vraie volonté avec les plasticiens de notre CHU de passer à la clinique dans la reconstruction du sein, où vous faites des opérations un peu itératives. Voilà, on est à la recherche de financement pour franchir le cap parce que nous, entre guillemets, on a validé une méthode où, ben, là encore, on a fait appel à Exadex, on a envoyé des échantillons en aveugle à Exadex, des échantillons qui étaient soit frais, soit congelés, décongelés, et ils n'ont pas vu de différence en termes d'architecture. Il faut probablement qu'on passe un peu de modèles animaux, mais voilà, on a vraiment la volonté de passer à la clinique là-dessus et de pouvoir offrir, entre guillemets, ce service aux plasticiens, au moins de la région, quoi. Merci. Alors, la dernière question, Hudson Nakamura. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Bien que je vous demande ça, c'est pas de la chirurgie esthétique, mais pour les traitements des complications avant de la chirurgie, par exemple, la préceptale, l'infection périorbitale et préceptale. Et alors, l'ophtalmologiste général est toujours en charge de la chirurgie pour traiter ce type de choses. Est-ce qu'il y a quelques recommandations pour éviter des complications après ce type de chirurgie, des complications pas pour la santé oculaire, mais pour l'esthétique? La question, c'est comment. La question, c'est donc prévention des complications ophtalmo, c'est ça? Le Oui, docteur Nakamura est ophtalmo. Voilà, moi c'est ce que j'ai compris. Alors moi, dans les recommandations qu'on donne, nous, au niveau de la société, c'est de faire évidemment un examen ophtalmo complet. Et on demande le plus souvent quand même, c'est un examen par un ophtalmo avant tout type de chirurgie esthétique déjà, en premier lieu, avant d'envisager quoi que ce soit. Ensuite, pour prévenir les complications, il vaut mieux retourner sur une intervention et enlever un peu plus de peau ou un peu plus de graisse que d'en enlever trop, parce que finalement, une fois que c'est trop enlevé, on a beaucoup plus de mal à revenir en arrière. Donc, je pense que déjà, ça, c'est important. Après, Non, mais je pense que c'est déjà une base, je me dis que c'était plus restrictif bien sûr. que pour augmenter le volume, quoi. Voilà, après. Bien.
Bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. Merci à vous.